Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à 100% Foot. Dans cette livraison de 100% Foot, on revient sur la liste des 23 Lions retenus par l'entraîneur en chef des Lions indomptables Hugo Broos. Dans les entraînements ont effectivement commencé ce jour au stade militaire. Seuls 10 Lions indomptables étaient présents à cette séance d'entraînement. Il faut dire que c'est en vue de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le premier match, ça sera contre le Maroc le 10 juin. Ensuite, les Lions mettront le cap sur la Russie pour la Coupe des Confédérations avec de grosses pointures dans le groupe du Cameroun, notamment le Chili étant pour moi et l'Allemagne. On reviendra également sur le championnat national des ligues avec les rencontres comptant pour la 16e journée et Dinsport de la Ligue reste leader malgré le fait qu'il attend toujours de jouer son match contre la formation du Nisport, tandis que le Canon de Yaoundé a gagné ainsi que Lyon blessé, mais les deux clubs restent dans la zone de relégation. Voilà le menu de ce soir, sans toutefois oublier le barreau à Diaspora. On va revenir sur l'actualité. En club de nos Lions indomptables, ils ont connu des fortunes diverses. Certains ont été champions dans leur club, d'autres vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Voilà donc le menu planté pour ce programme de 100% Foot. Et pour nous accompagner, on a des entraîneurs de football. Je commence tout d'abord avec Paul Baoken. Il est ancienne gloire du football camerounais. Il a été parmi l'expédition de la toute première participation du Cameroun à la Coupe du Monde en 1982. Paul Baoken, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve parmi vous et je suis vraiment très fier d'être toujours appelé par vous pour m'exprimer. Même étant hors du pays, vous suivez quand même l'actualité du football sur le plan local? Oui, sur le plan local, oui, je suis attentivement le championnat du pays. Ok, d'accord. On aura donc le temps d'apprécier ces championnats avec vous pendant tout ce programme, mais également sur ce plateau, Gilles Hugon, entraîneur de football français. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Merci d'être là avec nous. Il faut dire que vous avez été sur le banc de touche des Astres de Douala comme entraîneur en 2011. 2010-2011, oui. 2010-2011. Mais vous êtes parti de façon prématurée du banc de touche des Astres de Douala. Il faut connaître quelques raisons. Oh, il n'y a pas de raison particulière. Quand une saison se termine et qu'on n'arrive pas tout à fait à se mettre d'accord avec le club, c'est plus sage de se séparer plutôt que de se disputer. Voilà, donc 6 ans après votre départ, vous suivez quand même, du moins pour ce qui est des Astres de Douala. On vous a vu de temps en temps dans les gradins du championnat, beaucoup plus ici à Douala. Vous suivez l'évolution des Astres de Douala entre l'équipe que vous avez connue en 2011 et celle qui évolue cette saison. Quelle est l'appréciation que vous faites? Disons que je les ai vus jouer qu'une fois hier. J'ai du mal à faire une comparaison parce qu'il n'y a aucun joueur que j'avais à l'époque qui reste dans l'effectif. Un seul joueur, mais il était sur le banc. Le championnat a un peu évolué. Je vois le changement d'infrastructure avec les nouveaux stades qui sont construits. Et c'est bon signe parce que ça tend à aller vers le professionnalisme qui est tant attendu ici depuis quelques années. Vous savez que les Astres avaient, on les appelait évidemment les Brésiliens des Bébé Panda par rapport à leur qualité de jeu. Est-ce que lors de la rencontre que vous avez suivie au stade de la réunification qui a opposé les Astres à l'Aigle Royal, peut-on encore continuer à appeler ces Astres-là les Brésiliens des Bébé Panda? Sur le match d'hier, on ne peut pas trop parler de Brésiliens parce que les conditions n'étaient pas réunies pour faire un beau match. Des deux côtés, c'était difficile. La chaleur et le terrain avec des faux rebonds ont gêné les deux équipes. C'est d'ailleurs ce qui a amené le penalty pour Astres en début de match. C'était un match difficile, mais ils ont eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, de défendre leur avantage. Et il y a des matchs qu'il faut savoir gagner, même en mal jouant, et il faut les féliciter sur ce point-là. D'accord, vous aurez l'occasion de suivre d'ailleurs l'entraîneur en chef des Astres de Douala. Il va porter sa précision et sa réaction au terme de cette rencontre que son club a gagné. Je propose qu'on mette tout d'abord le cap sur le stade Omnisport de Kwekon qui abritait donc l'une des rencontres les plus relevées, du moins c'est pour la 16e journée. C'était la rencontre opposée donc Racing à Bamouto Zombuda. D'après nos reporters, Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana, ce match a battu le record de mobilisation au stade Omnisport de Kwekon. Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. Après le match des supporters durant toute la semaine sur les chaînes de radio, télévision et réseaux sociaux, le derby régional Racing Bamboutos connaît un record d'affluence au stade Omnisport de Bafoussam.
pour cette avant-dernière journée de la phase allée de Ligue 1. Partie des 4 coins du Cameroun, les différents clubs de supporters et comités de soutien poursuivent le match des supporters pour porter chacun son équipe à la victoire. En dépit de l'ouverture du score par le tout-puissant de l'Ouest à la 26e minute, les 2 manches du match sont une véritable pilule très amère à avaler. Mené au score, le milliard de supporters des Mangwa Boys est très confiant que son équipe va remettre les pendules à l'heure. La moindre incursion dans chaque camp fait frémir les supporters. Mais la grande forme de l'ange gardien dans sa cage rassure, faisant même rêver sans conviction d'une victoire du TPO en panne de réussite depuis 7 journées. Le Racing tord sans rompre pendant 64 minutes. Et au coup de sifflet final, le TPO a brisé le signe indien à la grande désolation des supporters de Bamboutos. Leur équipe n'a plus gagné depuis 5 journées. Ainsi, le Racing de Bafoussam renoue avec la victoire. La 3e à domicile depuis l'exploit d'1-0 face à Coton Sport de Garoua à la 8e journée. C'est la première victoire de Bertrand Gougny depuis le départ de Guy Bertin Ndiemnan sur le banc de touche du Racing. Merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Je pense qu'il faut relativiser. Ce supporter du TPO parti de Douala pour ce match historique remercie de tout cœur Equinox Télévision pour le travail abattu autour des derbys régionaux. Nous disons grandement merci pour Equinox, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour le regard de l'Ouest et nous disons aussi un bonsoir à la voix de l'Ouest qui est Jean-Paul Chouinard. En crise depuis quelque temps, le tout-puissant de l'Ouest a donc sorti sa tête de l'eau. Le club phare de la MIFI clôturera-t-il la dernière journée de la phase allée de Ligue 1 en beauté avec une première victoire à l'extérieur face à Stade Renard de Melon, Joswit Annecy. Eh bien, vous avez donc suivi là ce reportage assez épique au stade Omnisport de Kwek. On va permettre maintenant de suivre les réactions au terme de cette rencontre, aussi bien du côté de Racing où l'on est satisfait par rapport à la victoire. Du côté de Bamboutos Zombuda, c'est un peu les regrets, notamment son entraîneur-chef à Tandana qui a également réagi au micro de nos reporters au stade Omnisport de Kwekon. On les écoute. Défi. Alors moi je dis merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Maintenant, je pense qu'il faut relativiser. Il ne faut pas s'enflammer. Ce n'est qu'une victoire. Alors, ça nous permet de remonter dans le banc du classement. Il faut dire que le chemin est encore long et ardu. Nous allons continuer davantage de travailler pour cristalliser nos chances de victoire. Nous pensons qu'il y a du meilleur, il y a du potentiel dans cette équipe. On a été plus déterminé, on a plus eu envie que Bamboutos. Je crois qu'après les mauvaises prestations qu'on a eues à subir à nos supporters, on avait l'obligation de laver la France cet après-midi. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Le mot clé a été la motivation. Je crois que Racing a eu des mauvaises prestations à cause du problème de financement aussi. Je crois qu'il y a un petit ouf de soulagement que les dirigeants essayaient de faire. Je crois que c'est ce qui nous a plus motivés cet après-midi. Il y a des jours où on est quand même satisfait d'avoir produit du jeu, mais là aujourd'hui, je crois que les enfants n'ont pas cru. On a joué un match insipide, on a eu quelques occasions, ils n'ont pas cru durant la fin. On a laissé la première manche à Racing. La seconde manche, on a donné des consignes. On a dit aux enfants de mettre le ballon vers l'avant et de pouvoir. Je crois que le match a eu se jouer sur un détail où il a fallu qu'on marque un but pour revenir. Voilà dans les différentes réactions au terme de cette rencontre. Il faut dire, Paul Bauken, que Racing revient quand même de loin après une période, je peux dire, passée au purgatoire de la D2 régionale, tout d'abord en plus en Elite Tour avant de revenir en championnat de Ligue 1. Mais il faut dire que ce club boit un peu du noir depuis le début de cette saison. Il en est de même pour certains clubs mythiques du Cameroun. J'en citerai notamment le Canon de Yaoundé qui est dans la zone de relégable. Quelle réaction est-ce que vous faites par rapport à tous ces clubs qui connaissent vraiment des différences? Vous savez que s'agissant du Racing Club de Bafoussam, là c'est une équipe très redoutable. À l'époque, ils avaient
un défenseur que tout le monde craignait. Je ne sais plus comment il s'appelle. Puis les choses sont allées en deçà de ce que cette équipe pouvait donner en championnat. Et puis ils se sont subitement retrouvés en Ligue 2 et pendant plusieurs années. Et après, bon, moi, je n'ai plus suivi le Racing pendant plusieurs années. Voilà, alors Gilles Hugon, comme vous avez eu la possibilité de rencontrer la formation de Babouto Zombuda en 2011, pendant que vous étiez au banc de tout désastre de Douala, il faut dire qu'à l'époque, Rassa était encore en 2e division. Quelle équipe de Babouto est-ce que vous aviez souvent eu affaire en 2011? Je me rappelle aussi en 2003 avec mon Cameroun, on était allé jouer sur un stade, l'ancien stade de Bouda, qui était très boueux ce jour-là. C'était une équipe difficile à jouer et il faut dire qu'après le match d'hier, c'est des ambiances qu'on aime bien vivre quand on est sur le banc, parce que des derbys régionaux comme ça donnent toujours la motivation aux joueurs, on sent la pression des supporters derrière nous. Et ça peut que donner l'envie aux joueurs de se surpasser pour des matchs comme ça. Voilà, c'est vrai que vous dites que le stade Séragé de Tchan était beau. C'était également le cas avec le stade Bamedji, parce que quand il vous arrivait peut-être d'aller jouer à l'ouest, cette fois ce sont des images quand même déjà dans le passé, puisque à présent la ville de Bafoussam est désormais dotée d'un stade omnisport où on peut dérouler le beau football. Je propose qu'on poursuive donc avec les rencontres comptantes pour la 16e journée. On se rend du côté de Loum. Loum, c'est une localité située dans le département du Mungo, région du littoral, où il y avait également une chaude explication dimanche entre UMS de Loum et l'Union sportive de Douala. Rencontre épique qui s'est donc soldée sur le score d'un but partout entre l'UMS de Loum et Union de Douala. Il faut quand même noter que c'est l'UMS de Loum qui a ouvert le score. Dès les premiers instants de jeu, l'Union de Douala est revenu au score aux ultimes minutes de cette rencontre au niveau de la deuxième mi-temps. On a donc quelques images donc de cette rencontre entre l'Union de Douala et UMS de Loum, soldée donc sur le score d'un but partout. Il faut dire que les entraîneurs de football pour la plupart et même les acteurs ont souvent eu à décrier l'état de la pelouse de ce stade municipal de Loum, où plus ou moins les équipes sont obligées de livrer leur rencontre. Mais on note que UMS de Loum est un peu plus en difficulté à domicile, puisque c'est une équipe qui effectue de très bonnes sorties, mais constamment en difficulté lorsqu'il faut jouer à domicile. Je vais vous proposer donc d'ailleurs d'écouter les réactions au terme de cette rencontre. On a d'un côté l'entraîneur de l'Union de Douala, Diallo Sioué, et l'entraîneur de UMS de Loum, Emmanuel Likumba, mais également quelques acteurs de cette rencontre au micro de notre reporter Jacquino Molan. Il faut déjà rapidement oublier ce match vraiment qui nous laisse un goût amer, parce qu'on avait à cœur de prendre les 3 points de la journée. Il faut déjà l'oublier et se reconcentrer pour le match de contre Eding, parce que ce sera notre match. Surtout que jusqu'ici, apparemment ça ne marche pas bien à la maison depuis le début de saison. Donc on fait beaucoup plus de résultats à l'extérieur, donc on va se remettre au travail. On ne va pas baisser la tête, parce que c'est le foot. C'est le foot, il faut déjà accepter ce qui s'est passé cet après-midi. C'est un point qu'on prend et on ira à Yaoundé avec tout le sérieux qu'il faut. On espère que par la grâce de Dieu, là-bas on pourra faire un résultat positif. C'est un éternel recommencement. Ça commence à être très difficile ici. Quand on sait que toutes nos victoires, la majorité, nous les obtenons hors de nos installations. Aujourd'hui encore, quand on avait le match en main, on vient comme ça de faire un match nul. C'est vraiment... ça ne fait pas plaisir. Bon, un gardien de but commun, une erreur est très fatale quand on sait que c'est le dernier rempart. Bon, c'est arrivé aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas le condamner. Je ne suis pas déçu de la qualité du jeu que les gars ont produit, mais au bout du compte, ça ne s'est pas soldé par une victoire. Il a été de moins en moins calme aujourd'hui et on a été surpris de ce qu'il a eu un comportement de sportif de haut niveau. Nous pensons qu'il va continuer sur cette lancée pour qu'il y ait la sérénité dans le groupe. C'était donc là Emmanuel Likumba, entraîneur de UMS de Loum, mais également un joueur de cette formation, après donc le nul obtenu à domicile face à l'Union de Douala. Je vous propose à présent de suivre les réactions côté Union de Douala, avec notamment l'entraîneur de Diallo Sioué et un joueur de l'Union de Douala au terme de cette rencontre. On les écoute. Il fallait ramener à tout un point. Le match passé, on a perdu à la maison et il fallait impérativement ramener ce point-là. C'est pour ça qu'on a tout donné. Et Dieu merci,
on revient au moins avec ce point, avec un point. Bien sûr, on passe déjà à la prochaine journée parce que non seulement on va jouer à la maison, on va jouer contre Lyon blessé. Il faut absolument prendre les 3 points parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas super, nous ne sommes pas bien placés et on a besoin de points absolument. Bien sûr, on est venu ici pour essayer de rentrer avec 3 points. Quoi. Mais vous savez, c'est difficile de jouer ici, vous savez, l'équipe UMS encore sur un terrain qui n'est pas assez jouable. On a fait ce qu'on a pu, heureusement que les enfants sont revenus et terminés au score. Donc c'est un point qu'il ne faut pas négliger, c'est important pour la suite. On ne peut pas jouer au football sur ce terrain-là, on parle de déchets là, c'est pas possible de jouer là-dessus. Donc parler de déchets, est-ce qu'on peut circuler là-dessus, est-ce qu'on peut faire tourner un ballon dessus, c'est pas possible. On est venu pour lutter et essayer de ramener les points, donc c'est dommage qu'on a encore ramené qu'un seul point. Voilà donc Union UMS de Loum et Paul Bauken, vous-même, vous l'appréciez, hein, pendant que ces images passaient, pendant qu'on avait la réaction de l'entraîneur, que l'Union ne se porte pas du tout très bien depuis le début de ce championnat qui est rendu à une journée de la fin de la phase aller. Oui, ça dépend. Si pour moi, il n'y a pas eu un bon recrutement sur le terrain, l'équipe ne peut pas évoluer. Donc, il n'est donc pas étonnant de voir que l'Union occupe la place qu'elle a aujourd'hui. On reviendra en détail sur le classement après après avoir donc vu les images de ces rencontres qui se sont donc disputées dimanche. Et Gilles Hugon, vous avez quand même eu à affronter cette équipe qui est quand même dans la même ville, logée dans la même ville que les Astres de Douala, l'équipe que vous entraîniez, l'Union de Douala que vous avez connue et l'Union qui évolue aujourd'hui. Il y a également une très grande différence. Mais au vu des résultats, oui, puisque on disputait tous les deux le haut du tableau, un peu derrière Coton Sport à mon époque. Mais je pense que le début de championnat un peu décevant au niveau des résultats, c'est parce que le projet se met en place. Peut-être que le président Api et le coach Diallo ont en tête de mettre des bases stables et après la phase de modelage de cette équipe, peut-être que les résultats vont partir et on peut faire confiance à ces deux professionnels compétents chacun dans leur domaine pour améliorer les résultats de Union. Améliorer donc les résultats de l'Union de Douala en vous proposant à présent les images si possible, hein, avec bien évidemment la complicité de la régie, les images du stade de la réunification de Douala qui avait donc à l'affiche les Astres contre l'Aigle Royal de la Ménois, et ce sont les Astres qui ont pris le dessus. 1-0, but inscrit sur penalty par les Astres de Douala. C'est donc au stade de la réunification. Vous avez donc là en image cette rencontre des Astres contre l'Aigle Royal de la Ménois, et c'est donc sur penalty que les Astres de Douala ont réalisé à décrocher les 3 points mis en jeu pour cette journée au stade de la réunification de Douala. But donc inscrit par les Astres de Douala. Même la deuxième mi-temps ne donnera pas la possibilité aux poulains du coach Ndoko de revenir à la marche, et c'est donc sur le score d'1-0 que les Astres se sont imposés. Je vais donc vous proposer tout d'abord la réaction de l'entraîneur en chef des Astres de Douala, celui qui occupe le banc de touche actuellement, le banc de touche que vous occupiez, Gilles Hugon. Il s'agit du coach Ndoko qui revient, ce qu'il lui-même qualifie entre guillemets de malédiction, puisqu'il n'arrive pas toujours à gagner au stade de la réunification de Douala. Nous l'écoutons. Ce match de cet après-midi. Nos matchs contre l'Aigle n'ont jamais été des matchs faciles. L'année dernière, ça a été la même chose. Nous avons marqué très tôt et Aigle nous a vraiment torturé pendant tout le monde. Parce que là, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Avec chaque fois que cette équipe de l'Aigle vient jouer contre nous ici à Douala, elle présente vraiment un très beau spectacle. Moi, je continue encore à dire merci au travail que mon jeune frère Ndoko est en train de faire à Tchang. Je l'ai dit l'année dernière. Je pense qu'avec ce que j'ai vu cet après-midi, il continue à insister sur son projet. Et je dis beaucoup de courage pour la continuation pour lui. Bon, au niveau des Astres, nous allons continuer à travailler pour que notre équipe retrouve un niveau au-dessus de ce que nous avons présenté cet après-midi. Surtout devant notre public, parce qu'à l'extérieur, nous jouons mieux que ce que nous faisons à Douala.
J'ai dit tout à l'heure de ce qui était Ndoko, c'était plus rectificatif. C'est le coach bel et bien Charlemagne Bongo qui est l'entraîneur des Astres de Douala. Réaction Gilles Hugo après cette victoire des Astres et la réaction de l'entraîneur Charlemagne Bongo. Je suis d'accord avec lui que c'est difficile d'évoluer à domicile comme ça parce que devant son public, même si on gagne, on aime donner du spectacle pour donner du plaisir aux gens. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de sortir de la zone dangereuse et de rattraper les concurrents à 20 points puisqu'il y a 4 équipes maintenant à 20 points. Et ça donne le moral aux joueurs, aux dirigeants et aux coachs qui va, j'espère, continuer sur cette dynamique. Exact, il faut dire que les Astres occupent la 10e position avec 20 points. On aura le temps d'avoir tout le classement. Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur, cette fois, de l'Aigle Royal de la Ménois. Il s'agit de Joseph Ndoko au terme de cette rencontre. Lui qui parle de malédiction parce qu'il n'arrive pas à s'imposer au stade de la réunification de Douala avec son équipe, bien évidemment. On se sent un peu très gêné du manque de réussite qu'on a. Là maintenant la question est de savoir, peut-être que je n'ai pas le niveau de pouvoir aller chercher mieux, mais pour le moment je pense que j'ai tout donné. C'est la même chanson, hein. Aujourd'hui tout le monde la connaît, il faut mettre le ballon au fond, on ne le fait pas. Tout facilement on dit, quand tu ne peux pas faire, il ne faut pas permettre à l'autre de faire. On a donné facilement un pénalty à Ast, il faut que lui-même fasse la comptabilité. Les enfants là, ils sont là pour apprendre. S'il n'y a pas d'erreur, on n'apprend pas, donc voilà, et on va continuer à travailler. Je pense quand même que le championnat est relevé. C'est dommage pour nous d'avoir marqué une fois de plus 0 au Marois parce qu'on avait envie de faire mieux que la saison passée avec 21 points. Là on reste à 18, il va falloir aller chercher contre l'Unisport de Bafang pour atteindre le quota de l'année passée, la saison dernière. Alors, cet entraîneur a véritablement des raisons d'être inquiet, Paul Bauken, puisque après 16 journées, l'Aigle Royal a gagné juste 4 matchs, obtenu 6 matchs nuls et perdu 6 matchs pour un goal de différence pour de 9 et contre 11. Donc, il y a de quoi s'inquiéter. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on continue à lui faire confiance. Bon. J'ai remarqué une chose que j'aurais bien voulu souligner, qu'ici, quand un entraîneur perd 2-3 matchs, on pense déjà à le mettre de côté. Ce qui, pour moi, vraiment n'a pas de sens. L'entraîneur de football, on doit lui faire confiance. Et puis, des fois, quand ça ne marche pas, c'est que certains joueurs sont dans le clan du côté de certains dirigeants qui poussent l'entraîneur à la sortie. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de ce genre-là, l'équipe stagne, l'équipe n'avance pas. Pour lui, le résultat, le jour où il aura un premier résultat, je crois, un résultat positif, je crois que les autres résultats positifs suivront. Alors, ce que dit Paul Bauken en ce qui concerne les entraîneurs, nous avons la chance d'avoir quand même Gilles Hugon qui a été au banc dessus, les bancs d'études des Astres de Douala. Alors, c'est qu'il avance les contre-performances qui sont souvent très mal pris par la direction générale des clubs. Est-ce que ça peut, entre autres, être les raisons qui ont expliqué votre départ prématuré du banc de touche des Astres de Douala? Il y avait des clans de joueurs qui étaient du côté de l'administration ou bien vous n'arrivez pas à imposer votre système? Non, c'était pas ça du tout puisque les résultats avaient été bons en fin de saison, la saison précédente. Et c'était juste un souci de désaccord par rapport à la saison suivante, par rapport au projet du club, par rapport au système de jeu à mettre en place. Mais il n'y avait pas de gros problèmes comme on entend régulièrement. J'avais affaire à des dirigeants compétents qui aimaient le club. Mais sauf que vous êtes parti sans toutefois attendre que peut-être que votre projet est mûri avec les Astres de Douala. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas reconnaître la compétence des gens avec qui on travaille. C'est tout simplement qu'on n'avait pas la même vision des choses à l'époque. Et il faut reconnaître que puisque le club s'est maintenu au fil de toutes ces années avec les efforts des dirigeants, c'est que eux-mêmes ont des qualités, ils ont trouvé les ressources pour maintenir leur club en première division et je les en félicite. Alors quand vous regardez les performances des Astres de Douala, les Astres après 16 journées occupent la 10e position avec 20 points pour seulement 5 victoires, 5 matchs nuls et 3 perdus. Un goal de différence quand même de moins 2, cela
vous réconforte toujours dans la posture de ce que tout se porte bien dans les As de Douala? Si les résultats sont comme ça, c'est que tout ne se porte pas bien. Mais quand on regarde le classement, il faut juste être un peu optimiste. On regarde, ils sont qu'à 8 points de la deuxième place au classement. Et c'est vrai que si on est... et à 10 points de l'actuel leader. Voilà, et si on est un peu pessimiste, on se dit qu'il n'y a que 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc il faut voir le verre à moitié plein et se dire qu'il reste un match, je crois, à Yaoundé contre le Canon la semaine prochaine pour finir les matchs allés. Et après repartir la phase de retour avec des intentions beaucoup plus volontaires pour améliorer les résultats, ce que je souhaite vivement. Alors cette saison, comme la saison dernière, c'est un bleu, je veux le dire ainsi, hein, qui mène le championnat, contrairement aux années antérieures où vous étiez là, vous étiez en train de dire tout à l'heure que les Astres et l'Union étaient toujours derrière Coton Sport de Garoua qui menait toujours la barque. Alors quelle est votre réaction? L'année dernière c'était UMS Loum, cette année à ce stade de la compétition, c'est Edine, un nouveau venu qui est à la tête du championnat. C'est vrai que les cartes sont redistribuées parce que si on regarde même les 3 premiers clubs du classement, c'est des clubs qui, avec tout le respect que j'ai pour eux, n'étaient même pas en première division lorsque moi j'étais en 2011 dans les Astres. Mais c'est vrai, c'est la vérité. Et il faut reconnaître la volonté des dirigeants de se battre contre les clubs bien réputés de ces dernières années comme Coton Sport ou Union. Et je félicite les dirigeants de Eding parce que c'est pas un club, quand on est à l'étranger, hors du Cameroun, c'est pas un club qui fait beaucoup de bruit, c'est pas un club qui a des problèmes, c'est pas un club qui fait parler en mal de lui, c'est un club discret qui apparemment a des objectifs précis, qui cherche à les atteindre de manière construite. J'ai pu échanger avec le directeur administratif du club, M. Yaro Kuate, qui était avec moi dans les Astres à l'époque où j'étais, qui m'a dit que le club était sain et qui essayait d'avancer petit à petit. Et c'est très bien de voir qu'il y a des clubs comme ça qui sont volontaires pour progresser sans faire d'histoire, sans faire de bruit. Alors je vais vous proposer l'intégralité des résultats obtenus, parce qu'il faut dire que c'était une 16e journée partielle. Il y a encore 2 matchs qui devraient donc permettre à ce qu'on soit tout à fait complet pour le compte de cette 16e journée. Il s'agit notamment des rencontres qui vont opposer Unisport à Edine Sport d'aller qui est le 31 mai prochain et APGS à Coton Sport de Garoua. Mais qu'à cela ne tienne, voici donc les résultats. Yon Sport Academy de Bamenda est tombé à domicile 0 but contre 2, battu par Fouettieu FC, UMS Loum Union 1 but partout, on l'a déjà dit, Racin 1, Bamboutos 1, Astre Douala 1, Aigle Royal de la Ménois 0, Canon Sportif de Yaoundé 2, New Star de Douala 1, Dragon de Yaoundé 1, Stade Renard de Melon 0, Colombe du Dia à domicile 0, Lyon Blessé de Foutuni 1. Ce qui donne donc la configuration au niveau de la tête du classement. Edine de la Lée qui est en tête avec 30 points, avec notamment un match en retard. Il est suivi respectivement de UMS Loum 28 points et Stade Renard 26 points pour ce qui est donc des 3 premières places du classement. Au niveau de les 3 dernières positions, malgré la victoire du Canon de Yaoundé, le Canon reste le premier relégable avec 17 points. Il est donc derrière lui, New Star de Douala 13 points. Et Lyon Blessé de Foutuni 10 points. Alors, Paul Balken, vous avez été au banc de touche avant de partir du côté de la France. Vous avez été au banc de touche de Colombe du Dia. À l'époque, Colombe se portait quand même bien en première division. Et Colombe aujourd'hui occupe pratiquement, il est le premier relégable. Aujourd'hui occupe pratiquement, il est le premier relégable également, Colombe du Dia, avec 17 points. Même nombre de points que le Canon de Yaoundé. Ça signifie que les choses ne se portent pas véritablement bien également. Oui, mais donc il ne faut pas aussi confondre ces années, c'est-à-dire cette année et les années passées. Et puis, quand vous avez une équipe dans laquelle cette équipe qui est confiée à un entraîneur, qu'on lui donne plein pouvoir, cette équipe ne peut qu'évoluer. Je parle, par exemple, je prends le cas de Edine, avant de revenir sur la Colombe. Je pense, j'ai vu Edine jouer l'année dernière en fou. Mais c'est l'entraîneur qui décidait. Ce n'est pas le président qui allait dire remplacer telle ou telle. Bon, parlant de la Colombe, moi j'avais plein pouvoir. Et là, c'était en quelle année? En 87, 88, 89. Voilà, 3 ans, et où j'ai terminé en première année 5e, deuxième année 4e, troisième année 4e. Et j'avais une équipe
des joueurs et des dirigeants très compétentes. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'avais le feu vert. On me donnait même la possibilité d'aller recruter des joueurs. C'est pour ça que moi, j'ai réussi. Et en passant, je vous dirais que, bon, je ne me vante pas, je pense, si je dis la vérité, c'est que je suis peut-être le seul entraîneur à la Ligue 1, ici au Cameroun, qui a aligné 17 matchs sans défaite. Peut-être que je me trompe. Peut-être qu'il y a eu certainement que ce record 17 matchs a été battu déjà longtemps par plusieurs clubs d'après votre départ, parce que ça remonte quand même à plusieurs années. Alors Gilles Hugon, en 2011, que vous partez déjà à ce doigt-là, vous partez également du Cameroun, on était à la phase, on peut dire, expérimentale de la professionnalisation de notre football. Alors vous êtes revenu 6 ans plus tard, quand vous appréciez le niveau, est-ce que c'est véritablement ça, le professionnalisme d'après vous? Si on interroge tous les clubs et tous les joueurs, on va peut-être se rendre compte que le professionnalisme est difficile compte tenu de la situation économique de beaucoup de clubs. Pour qu'un championnat soit professionnel dans son entièreté, il faudrait que les clubs aient les moyens de se structurer, déjà au niveau administratif, au niveau des terrains, que chacun ait son terrain d'entraînement, mais voilà, au niveau financier, c'est quand même un grand pas. Et je pense que là, la Ligue de football professionnel au Cameroun doit surfer sur la vague de l'organisation de la CAN 2019 pour essayer de structurer un peu tous les clubs, pour essayer de donner une bonne image du Cameroun, pour pourquoi pas faire comme il se passe actuellement en Côte d'Ivoire, diffuser certaines rencontres du championnat, essayer d'attirer des gros sponsors, essayer d'amener l'argent comme il a été fait par le sponsoring de MTN là, pour la Ligue 1. Et ça pourrait aider les clubs à vraiment se professionnaliser, parce que je suis persuadé que beaucoup de clubs ont l'intention, la volonté de faire ça, mais il manque un petit quelque chose ou même un gros quelque chose au niveau financier pour pouvoir y arriver. D'accord. J'ajouterais un truc, c'est que ces clubs-là sont sponsorisés par Canal+. Le championnat, le championnat ivoirien. Alors, et quand vous appréciez donc le niveau de football pour Bauken, c'est vrai que Gilles Hugon a déjà quand même fait mention de certains éléments de base quand même qui devaient faire en sorte qu'il y ait du professionnalisme. Mais jusque-là, est-ce que le fait que les clubs soient toujours dirigés, soient toujours à l'image de ceux qui sont à leur tête, ne pose pas également un tout petit peu un problème? Moi, je crois que c'est ceux-là même qui faussent vraiment les données de notre football. C'est-à-dire que quand tu es président d'un club, c'est pas parce que tu es président d'un club que tu dois prendre les commandes, tu dois dire, tu dois intervenir à chaque fois, dire à l'entraîneur, change tel. Moi, je vais vous dire une chose. L'année dernière, j'étais assis avec le président de l'USM. L'Union des mouvements sportifs de l'eau. Oui. Monsieur Pierre Kwame. Alors, il avait le téléphone. Moi, je ne comprenais pas. À chaque fois qu'il prenait le téléphone, je voyais un dirigeant sur le banc de tous se lever. Il allait vers l'entraîneur. Et lui, pendant ce temps, il avait affaire à un joueur qui portait le 23. Tout le temps, il disait qu'il n'était pas bon, il insultait. Voilà. J'étais tellement écœuré, je vais vous dire, que je me suis retourné, j'ai demandé au président, mais ce numéro 23, qui c'est qu'il a recruté? Il n'a pas pu me dire. C'est lui qui avait recruté ce numéro 23. Oui. Donc, je dis, si aujourd'hui, on veut que notre football aille de l'avant, qu'on fasse confiance aux entraîneurs, même malgré les défaites. Tu ne peux pas aligner 4 à 5 défaites de suite. Tu es obligé de gagner. Au bout de la 6e journée, tu te dis, bon, aujourd'hui au moins je vais faire quelque chose. Alors, pour votre information, l'exemple que vous venez de faire mention, il faut dire que cela a récidivé cette saison, ce qui a d'ailleurs été la cause du départ de l'entraîneur de cette formation à quelques jours seulement du début du championnat. Il s'agit notamment de Bonaventure Djonket, votre coéquipier, qui n'a donc pas pu supporter. Alors, Gilles Hugon, vous allez dire que vous n'avez jamais fait face à ce type de choc entre la direction générale du club et vous en tant que responsable
de l'encadrement technique? Alors forcément, il y a des échanges. Chaque président a envie de faire passer ses idées. Le tout étant de bien discuter dans la semaine, d'expliquer les choix techniques que l'on fait et de dire au président, présenter son équipe, présenter ses 18 joueurs, présenter son 11 entrants et expliquer aux dirigeants que si les résultats sont mauvais, si l'équipe perd, c'est le coach qui va être viré. Donc il faut que le coach joue avec ses idées. Parce que si le président impose ses joueurs et que l'équipe est battue quand même, c'est quand même le coach qui va partir. Peut-être que ce président du club dit également qu'il y a parfois certains entraîneurs qui sont de mauvaise foi, qui n'alignent pas certains joueurs, supposés, bon, parce que peut-être qu'il y aurait eu des problèmes qui ne seraient pas celui qui a recruté ce joueur. Est-ce que ce type de cas de figure ne pourrait pas également expliquer ces différences accointances que l'on voit entre les entraîneurs et les responsables? Non, moi je n'avoue pas ce que je vais dire là. Parce qu'après tout, un entraîneur, il est là, il a besoin de résultats. Alors je le vois mal comment ne pas aligner un bon joueur parce qu'il a été recruté par une autre personne. Non. C'est quand même courant, non? Vous avez été ici sur le plan local, ça n'est jamais arrivé? Vous n'avez jamais eu à faire à ces cas d'espèce? J'ai entendu que certains coachs le faisaient, le tout étant d'être honnête envers les joueurs. Je ne vois pas quel intérêt j'aurais à aligner un joueur que j'ai moi-même recruté qui serait moins bon que notre joueur. Même si ce n'est pas moi qui l'ai recruté, mon intérêt c'est que les 11 meilleurs commencent dans l'intérêt de l'équipe. Il ne faut pas voir, ça c'est mon joueur, ça c'est, comme on dit ici, c'est mon dolé. Hein, il ne faut pas voir ces... Voilà, il faut pas voir ces la terminologie pour déterminer. Voilà, il faut faire attention. C'est-à-dire que c'est le joueur préféré, parce que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que mon dolé, c'est le joueur préféré du coach. Donc vous trouvez quand même qu'il y a quelques raisons pour que, sans toutefois légaliser ou légitimer la réaction des présidents de club, que quelque part parfois il y a des raisons qui leur fassent sortir de leur groupe parfois. Non, une fois que vous avez fait confiance à l'entraîneur, bon, ce n'est pas la peine de revenir sur le terrain et commencer à... Dans ce cas, vous attendez. Okay. Si au bout de 4, 5, 6 matchs, il n'y a pas de résultat, vous appelez votre entraîneur. Vous ayez parlé à langage franc avec vous. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres fédérations. On va faire un tour du côté de la régie. On se retrouve juste derrière pour la suite de ce programme. Jean sur le ballon, passe à la vite, livraison médicale. Jean passe sur la prochaine Gabi remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui prête un que il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. C'est moment. Eh bien, merci donc à cette belle transition pour parler à présent de la prochaine articulation de ce programme. Vous êtes chez Equinox Télévision, l'émission c'est 100% foot. On parle à présent des Lions indomptables. Il faut dire que les Lions, certains d'entre eux, sont à Yaoundé depuis ce lundi 29 mai. Dans le cadre donc de la préparation des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, édition 2019, que le Cameroun aura l'insigne honneur d'habiter. Les Lions jouent un match contre le Maroc, ça sera le 10 juin prochain. Il y aura également un match amical en Espagne contre la Colombie le 13, avant notamment la Coupe des Confédérations qui débute le 17 du mois de juin du côté de la Russie. Et pour cela, Hugo Bros, l'entraîneur-chef, a donc convoqué 23 Lions indomptables. Je vais donc vous donner les postes compartiments. Par contre, on commence d'abord par les postes de gardien de but. On a au doigt Fabrice qui a donc été maintenu. On a Onana, le sociétaire de l'agence Anternam, et Bokwe. Au niveau de la défense, on a Mabuka, Faye Collins, Gande, William, Michael, Teke, Oyongo Bitolo, Gwem, Giota et Owona. Au niveau du milieu de terrain, de l'entrejeu, ils sont 4. Il s'agit de Siani, Djoum Mandjek et Zambouanguissa, le sociétaire olympique de Marseille. Au niveau de la ligne offensive, l'entraîneur belge a donc retenu Bassobok, qui évolue du côté de la Chine, Toko Ekambi évolue du côté de la France, Zoa, du côté de l'Allemagne, Deep Tambay, Mukanjo, Benjamin, le capitaine de cette formation, Ngamale, Boumal, Olivier. Voilà donc les 23 Lions retenus par Hugo Bros. Première réaction
Paul Bauken, par rapport à cette liste des 23 lions indomptables, on note quand même qu'il a fait confiance au gros de l'effectif qui a permis au Cameroun d'être champion pour la 5e fois au Gabon en 2017. Moi, je dirais tout simplement qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Qui gagne. Cette équipe-là nous a ramené la Coupe d'Afrique des Nations. Pourquoi est-ce que vous voulez la changer? Mais sauf que parmi cette liste des 23, on note quand même, Gilles Hugon, qu'il y a quand même certains champions d'Afrique qui ont été mis de côté, notamment Diété, Sali, Edgar, sans toutefois compter le retrait personnel et individuel de l'ancien capitaine de cette formation. Il s'agit de Nicolas Nkoulou qui a décidé comme ça là, de se retirer dans cette année. Ça signifie que l'entraîneur a voulu également plus ou moins ouvrir les portes aux autres joueurs, ceux qui n'étaient pas au Gabon pour l'exhibition victorieuse. Je trouve que c'est intelligent de fonctionner comme ça, de garder une bonne ossature qui nous a permis de ramener la CAN au Cameroun et d'intégrer petit à petit des joueurs pour, au bout de 2-3 ans, renouveler un effectif. Et parce qu'il ne faut pas oublier que les qualifications pour la Russie sont là. Il y a la Coupe des Confédérations. Il faut un peu renouveler l'effectif sans tout bousculer pour garder les bases qui ont permis au Cameroun de gagner la CAN. On note également dans cette liste qu'il n'y a aucun joueur sur le plan local quand même qui a été convoqué. Cela ne suscite pas quand même des interrogations peut-être sur le niveau du championnat camerounais, le championnat que vous connaissez. Le niveau du championnat est tel qu'il est. On peut pas juger un niveau de championnat où on ne peut pas juger un joueur par rapport au niveau du championnat où il est. On voit le meilleur buteur du championnat qui joue à Eding, Fosso Raymond. On voit qu'il a des qualités. Est-ce que pour autant il est au niveau des Moukanjo ou des Aboubakar Vincent? Il faut les voir ensemble pour pouvoir faire la différence. C'est difficile de sortir un joueur d'un championnat dont on sait qu'il y a quand même un écart avec les championnats européens. Alors Paul Bauken, je voyais un peu la fiche technique des Lions qui avaient pris part à la toute première coupe de la Coupe du Monde en 1982. Le gros de l'effectif était sur le plan local et ce n'est pas pour autant que vous avez été ridicule lors de cette compétition. Voilà. J'ai toujours prôné pour cette phase-là, c'est-à-dire que mettre quelques joueurs locaux, et ils sont capables. Vous voyez, quand tu fais un mélange, tu mixes, par exemple, quelque chose. Tu fais un mélange, un mélange avec deux gars qui sortent, par exemple, de notre championnat. Mais ces gars-là, au regard, on ne constatera même pas qu'ils sont des amateurs. Parce qu'ils auront le temps d'apprendre. De jouer comme les professionnels. Bon, parlant de notre époque, nous étions, je crois, 3 ou 4 qui venaient toujours renforcer l'équipe nationale. C'est-à-dire que vous venez de l'extérieur des championnats professionnels. Voilà. C'est-à-dire que l'ossature du club était déjà faite. Il fallait juste ajouter 3 ou 4 joueurs parmi les amateurs et ça tournait à fond. Bon, moi j'ai toujours dit ici qu'on mette aussi les joueurs locaux. Parce que si vous ne le faites pas, peut-être qu'on ne peut jamais avoir de résultats. Pourquoi je le dis? Parce que, vous savez, moi je suis quand même étonné de voir que on fait venir certains joueurs dont on ne sait même pas dans quel club ils jouent. Ça, vous n'allez pas me dire le contraire. Donc, au lieu de faire venir ces gars-là qui viennent qu'on ne connaît pas, mettez au moins 2 ou 3 locaux. Ça va la faire. Voilà. Moi, j'ai toujours parlé de ça. Vous savez, je ne suis pas entraîneur, mais les idées que je donne, je crois que... Vous avez de l'expérience, c'est ce que vous dites. Constructive. Ok, d'accord. Alors, quand on regarde au fond cette liste des Lions indomptables des 23, c'est vrai que la plupart sont champions d'Afrique 2017, mais on note Gilles Hugon, vous qui maîtrisez bien le championnat européen, quand on regarde les grands clubs européens cette saison, aucun Lion indomptable ne se retrouve. Est-ce que cela pose un problème? Les gens vont dire que malgré tout cela, on est quand même champion d'Afrique. Mais il y avait quand même une certaine époque où les joueurs camerounais étaient dans des clubs UP en Europe.
C'est une question de génération et puis ça peut être aussi une question de transfert. Ponctuellement, les grands joueurs africains se retrouvent soit dans des grands clubs, soit dans des clubs moins médiatisés, mais qui sont quand même de qualité au niveau du pays dans lequel ils se trouvent. Voilà, on note quand même qu'il y a certains nouveaux noms qui rentrent dans cette liste du GoBros. On a donc d'ailleurs les images des Lions indomptables, c'était lors de l'expédition victorieuse au Gabon. Il y a quand même certains noms au niveau de la ligne offensive comme Boumal, Olivier Boumal, le sociétaire donc qui évolue du côté du Panathinaikos, c'est en Grèce, qui a intégré la tanière pour la première fois, tout comme Oona qui est défenseur, qui a également été retenu par Hugo Bros. Cela démontre plus ou moins ça. Et c'est vrai que ce sont des joueurs, Lucien Oona, il joue plutôt du côté de Alcorcón, c'est un club de deuxième division en Espagne. On a quand même essayé de faire peut-être un ratissage, il a ratissé large pour avoir quand même les meilleurs sur le plan national. Paul Bauken. Oui, mais vous savez, l'entraîneur, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment travaille l'entraîneur. Un entraîneur doit avoir des, comment dirais-je, je voulais dire des partenaires, non, mais des gars avec qui il travaille. Donc, ceux qui sont en quelque sorte ses yeux pour essayer de, en quelque sorte, de regarder un peu plus ceux qui jouent dans tous les différents championnats. Je note quand même qu'il a allé chercher cette sélection dans au moins 16 pays, parce qu'il faut dire que 16 pays, c'est qui évolue du côté de l'Asie, c'est qui évolue en Europe. Dans cette sélection, il est même allé du côté de l'Amérique du Nord. Donc, ça signifie qu'il a ratissé l'âge, sauf au Cameroun, où on n'a pas de joueurs sur le plan local dans cette sélection des Lions indomptables. Bon, on note quand même également quelque chose de positif, c'est que Hugo Bros a convoqué 10 joueurs locaux qui prennent part à la séance d'entraînement avec les ceux qui sont là en attendant bien évidemment que tout le gros de l'effectif soit là. Ces joueurs vont donc permettre à ceux qui sont arrivés dans la tanière des Lions indomptables de pouvoir donc disputer la séance d'entraînement. Il s'agit notamment comme gardien de but ces joueurs locaux qui ont donc été convoqués par Hugo Bros. On a Ben Léopold de Yon Sport Academy, on a Agné Déric de Union de Douala comme défenseur junior dédié de New Star de Douala, Dagobert Mboma du Canon de Yaoundé, comme latéral central on a Aré Austin de Dragon de Yaoundé, latéral droit Ambassade Fabrice de New Star, milieu récupérateur Balian Francis de Bamboutos, milieu gauche Patrick Mokolou de Colombe du Djam, milieu droit Bitan Clarence de l'Union de Douala et comme avant-centre Fosso Fabrique des Sport de la Léquier, c'est d'ailleurs le meilleur buteur comme vous le disiez tout à l'heure. Ils ont donc été convoqués non pour intégrer les 23 mais plutôt pour s'entraîner en attendant que tout le groupe de l'effectif soit là. C'est une protectique, une technique, une procédure appréciable pour vous, Gilles Lugon? C'est vrai qu'en regardant cette manière de faire de l'extérieur, on peut se poser des questions, mais il faut dire que, si je ne m'abuse, il n'y a que 10 joueurs actuellement de l'extérieur qui sont venus, donc les séances d'entraînement entre 8 et 10 joueurs, c'est pas possible. C'est vrai que les 10 joueurs peuvent être considérés comme des sparring partners qu'on va renvoyer chez eux à la fin du stage, mais c'est à eux de se dire oui, je viens aider la sélection en servant de sparring partner pour le stage, mais je ne suis pas que ça. Je viens aussi ici pour gagner ma place et pour montrer ce que je sais faire. Et c'est à eux de montrer ce qu'ils savent faire sur le terrain. Et comme le disait le coach Bauken, à dire aussi au Cameroun, on a des joueurs capables de rivaliser avec ceux qu'on est allé chercher à l'étranger. Est-ce que ces joueurs auront véritablement leur chance de pouvoir être dans la tanière, étant donné que Hugo Bros avait d'abord rendu public une liste de 30, il en a retenu 23 et qu'il a indiqué bel et bien qu'il y avait une liste de réserves. Et dans cette liste de réserves, aucun nom des joueurs locaux convoqués pour cette séance d'entraînement. Dans quel état d'esprit est-ce que ces joueurs pourraient prendre part à ce type de séance d'entraînement? Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Ils iront comme des figurants. Ils savent qu'ils sont là pour compléter, c'est-à-dire que, c'est pas moi, ils savent qu'ils n'auront aucune chance d'être retenus dans la sélection, parce que, étant donné que les titulaires ne sont pas là, une fois que les titulaires reviendront,
ils regagneront leur tanière. Mais tactiquement, vous qui êtes entraîneur de football, Gilles Hugon, est-ce que cette stratégie peut permettre à ce qu'un entraîneur puisse véritablement mettre sur pied une stratégie quand on sait qu'en face, on a des joueurs juste des sparring partners, comme vous l'avez bien dit. Est-ce qu'il n'y a pas également risque que ceux qui sont titulaires et qui sont dans la liste des 23, qu'il y ait risque de blessures quand même pour ces joueurs qui n'ont rien à perdre et rien à gagner? Ça, il faut compter sur l'honnêteté des joueurs et sur la loyauté des joueurs qui viennent aider la sélection. Et puis si je ne me trompe pas, je crois que Hugo Bross est appuyé aussi sur Rigobertson, qui lui a conseillé certains joueurs qui connaissaient de l'équipe A'. Et ça peut permettre aussi de renforcer l'équipe A', qui va être amenée à disputer certaines compétitions. Mais je reste persuadé que le sélectionneur, s'il y a une défection dans les 23, préférera prendre un des 10 locaux qui s'est entraîné régulièrement avec le groupe, plutôt que les 7 réservistes qui vont peut-être ne pas s'entraîner parce qu'ils sont en vacances, puisqu'ils ne sont pas retenus dans les 23. Alors parlons à présent des échéances qui attendent donc les Lions indomptables. Le premier match, ça sera donc le 10 juin contre le Maroc. Ça sera un match éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. C'est vrai que ça remonte quand même à longtemps, le moment où vous étiez encore dans la tanière des Lions. La qualification au Mondial espagnol 82, vous avez obtenu face au Maroc. Oui, bien qu'ayant eu la victoire, ayant gagné au Maroc, je crois 2-0, si je me souviens très bien, nous sommes revenus ici avec la peur au ventre. Pas la peur de jouer. C'est-à-dire que quand on regardait le public, quand on se disait, mais si on échoue ici, c'est tout le peuple qu'on a tué. Et donc, on s'est réunis, on a dit, les gars, il faut mettre bouchée double. Ce match, on doit le gagner à tout prix. Mais je vous assure que je crois que c'est le match qui a rapporté le plus de spectateurs que... Au stade Amadou Ahidjo. Oui. Donc, des matchs comme ça, au départ, on a la peur au ventre de le perdre. Mais une fois que sur le terrain, mais d'ailleurs, on s'était réunis, on s'est dit, bon, écoutez, les gars, ce match, ça va être difficile. D'autant plus que l'équipe marocaine s'était renforcée entre-temps. C'est-à-dire, au match aller, ils ont fait venir, je crois, 2 ou 3 professionnels. Et après, ils ont renforcé l'équipe à 5-6 professionnels. Ayant déjà perdu à la lise et 0 contre 2. Alors, sauf que ça ne sera pas dans le même état d'esprit que les Lions indomptables vont affronter le Maroc le 10 juin prochain. Les Lions sont quand même champions d'Afrique. Le Cameroun est 33e mondial selon le récent classement FIFA, tandis que le Maroc est 53e mondial. Est-ce que cela pourrait permettre à ce que les Lions abordent cette rencontre avec quand même un complexe de supériorité? Non, je pense que le professionnalisme des joueurs et la conscience que les matchs passés ne sont pas la vérité de ce qui va se passer maintenant, on n'a pas de risque là-dessus. On a un risque peut-être de relâchement parce que la saison se termine et certains peuvent se dire que c'est le début des vacances, mais et qu'en même temps, le Cameroun n'a vraiment pas grands enjeux, puisqu'étant le pays hôte, le pays organisateur, ça signifie que peu importe l'issue de cette rencontre, le Cameroun ne prendra pas la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Bien sûr, mais il y a toujours les points FIFA à gagner, les classements, ne serait-ce que le plaisir de battre le Maroc, qui reste une des grandes nations africaines. Je ne pense pas qu'on ait un danger de ce côté-là. Je pense plutôt que chacun doit vouloir gagner sa place pour la Coupe des Confédérations qui se fera dans la foulée de ce match-là. Parlons justement de vous voulez réagir par rapport à cette... Oui, non, je voulais juste dire que ce n'est pas parce que c'est nous qui allons organiser cette Coupe d'Afrique que c'est gagné d'avance. Ça sera même plus difficile qu'on ne le croit, parce que toutes les équipes voudront nous battre. Je crois que c'est ce qui a dû amener l'entraîneur à choisir de bons sparring partners comme la Colombie, qui est quand même 5e mondiale, le 13 juin. Des joueurs de métier, des gars qui vont au charbon. Comme cette équipe que j'ai vue, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des gars, ils sont partis, ils se sont dit, mais attends, nous on peut faire l'affaire, puisque les titulaires ne sont pas là, nous on peut faire l'affaire. Et c'est comme ça qu'ils ont pu gagner la Coupe d'Afrique.
Parlons à présent des adversaires du Cameroun lors de cette Coupe des Confédérations. Le Cameroun qui est logé dans un groupe quand même assez relevé, le groupe B, où l'on retrouve l'Allemagne, le champion du monde en titre, le Chili, double champion de la Copa América et l'Australie, qui est quand même plus ou moins abordable par rapport au Cameroun. Alors, Paul Baopen, quand vous regardez cette liste groupe du Cameroun et les Lions convoqués par Hugo Broos, est-ce que ces Lions pourraient être à la hauteur de cette machine de guerre qu'est l'Allemagne et même le Chili? Voilà, je parlerai peut-être de l'Allemagne. Bon, vous savez qu'on a toujours eu des matchs amicaux contre eux. Et ça a toujours été difficile de leur côté que de notre côté. Bon, ils sont parvenus à nous battre, mais avec beaucoup de difficultés. Bon, ça ne veut pas dire que là, ce qui va se passer, c'est joué d'avance. Alors, que l'Allemagne a déjà gagné, ou nous avons gagné, ça sera un match très disputé. Donc, voilà, alors, un peu sérieux. Bon, là, c'est pour ce qui est de l'Allemagne. Gilles Godard, l'Allemagne est champion, détenteur du trophée, récent vainqueur de la Coupe du Monde en 2014. Ça sera un morceau très dur pour les Lions indomptables. Les Lions devraient se comporter comment si il vous était donné d'être au banc de touche des Lions indomptables contre un adversaire aussi redoutable que l'Allemagne? Là, il y a deux possibilités bien différentes. Soit on se dit qu'on va être dominé par une équipe qui est sur le toit du monde depuis 2-3 ans et on cherche uniquement à ne pas encaisser et chercher le 0-0. Ou alors on se dit qu'on n'a rien à perdre, on joue crânement notre chance et ça peut déboucher sur une très bonne surprise. Et le Cameroun a déjà été l'auteur de bonnes surprises et je souhaite ardemment que ça se continue comme ça. C'est le même discours que vous tiendrez, Paul Baopen, comme ancien Lion indomptable qui a quand même connu une haute compétition, en l'occurrence la Coupe du Monde en 1982. C'est vrai que quand le Cameroun s'est rendu là-bas, vous étiez des parfaits inconnus devant la très puissante Italie, qui, il faut le dire, sera d'ailleurs sacré champion au terme de cette compétition. Dans quel état d'esprit est-ce que ces Lions, certes champions d'Afrique en 2017, devraient aborder la Coupe des Confédérations? Écoutez, avec beaucoup de détermination, comme vous l'avez dit, comme à notre époque. Hugo, oui. Ouais, comme à notre époque. C'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, les gars, vous avez vu comment ils se sont battus? Ils ont joué à fond. Tout le monde a mouillé le maillot. Alors, donc ça veut dire que si on continue sur cette lignée, je pense que on fera de bonnes choses. Mais il y a également eu une certaine discussion, et c'est peut-être à raison ou à tort, qu'il y a beaucoup d'interrogations au niveau de qui sera titularisé au niveau des débuts. Vous avez connu pareille concurrence, je peux dire loyale, dans la tanière des Lions, le Cameroun qui a toujours été une grande nation de gardiens de but. On a Ondoa, qui a été magnifique lors de la Coupe d'Afrique des Nations, sacré d'ailleurs meilleur gardien de but. On a de l'autre côté André Onana, qui est excellent, étincelant avec l'Ajax Amsterdam. On verra d'ailleurs les images de la finale perdue face à Manchester United. Comment s'y prendre? C'est simple, ces deux gardiens se valent. C'est de très bons gardiens. Même si vous prenez un, vous laissez l'autre, c'est pareil. Mais ils ont le même style de jeu, la même performance. C'est-à-dire que moi j'ai vu Onana qui joue à Amsterdam. Là. André Onana. Il me rappelle mon collègue Nkono, qui était excellent dans les buts. Il paniquait pas, Tommy. Tu pouvais être à un pas de lui, il attendait que tu frappes pour qu'il puisse prendre le ballon. Mais maintenant, parlons de ces deux gardiens, moi je vois que les deux se battent. Ils sont très bons, ces deux gardiens. Les deux, c'est bon, c'est la raison pour laquelle véritablement le problème se pose. Gilles Hugon, quelle serait la réaction de l'entraîneur pour vous? Vous allez choisir celui qui a permis au Cameroun de gagner la Coupe d'Afrique des Nations, qui est dans la réserve de FC Séville, qui a disputé un seul match depuis la fin de cette période de cette épopée du Gabon, et un autre gardien qui est titulaire dans un club, l'un des meilleurs de l'Europe, et qui a joué la finale de l'Europa League. Quel serait le choix que vous allez opérer pour le gardien titulaire?
La logique serait de faire jouer celui qui a le plus de matchs cette saison. Et c'est vrai qu'Onana a prouvé qu'il avait fait non seulement un bon nombre de matchs, mais aussi des matchs de qualité. Donc ça serait la logique. Le tout étant d'être clair et de mettre une hiérarchie, mais ne pas l'annoncer avant. C'est-à-dire qu'au début du stage, on va dire, voilà, on vous a fait venir, là il y a telle position. Le numéro 1 c'est lui, le numéro 2 c'est lui, et puis c'est comme ça. Tout en sachant que on a l'avantage d'avoir quand même un gardien remplaçant, un deuxième gardien qui est capable de prendre la place du premier sans que son équipe en souffre. Moi je dirais que il y a quelque chose qui va vous interpeller. Vous avez d'un côté un gardien, comme vient de le dire, qui n'a pas joué, qui est remplaçant dans un club. Quand il vient jouer une Coupe d'Afrique, il est le meilleur. De l'autre côté, il y a un gardien qui joue tous les matchs, qui est aussi très bon. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de différence, il n'y a pas qu'on aligne celui qui joue moins de matchs que celui qui joue plus de matchs. Pour moi, c'est pareil. Donc, Ces deux gardiens se valent. Exact. On a donc la réalisation qu'ils ont proposé, les images de cette finale perdue par l'Ajax d'Amsterdam et le gardien international camerounais André Onana. On voit donc le deuxième but inscrit donc par l'Ajax d'Amsterdam, par Manchester United. Il faut dire que Manchester United a mis un accent sur l'expérience face à la fougue de la jeunesse de l'Ajax d'Amsterdam, qui a donc qui n'a pas permis à notre compatriote de remporter le titre de l'Europa League cette saison. Ce qui nous permet donc de parler justement de la performance des Lions indomptables en club. On a donc déjà eu là celle d'André Onana, mais je propose que l'on commence avec ceux qui se comportent bien, qui se sont comportés très bien cette saison. Et nous allons en Turquie où Aboubakar Vincent et Beşiktaş sont champions de Turquie pour la deuxième fois consécutive, avec grâce à l'avant-centre, le serial buteur des Lions indomptables, qui a inscrit à lui seul cette saison 11 buts. On va donc permettre, avec notamment la complicité de la réalisation, d'avoir donc un élément sonore ces meilleurs buts, certains meilleurs buts que Aboubakar Vincent a marqué cette saison en Turquie. When the sun goes down, we are fit to dance. When the sun goes down, we are fit to dance. When the sun goes down, when the sun goes down, when the sun goes down. Alors, vous pouvez donc apprécier Paul Bauken, vous qui avez été avant-centre, le même poste qu'occupe Aboubakar Vincent aujourd'hui. Quand vous appréciez sa façon de jouer, ça rassure quand même pour la ligne offensive des Lions indomptables. Non, une petite rectification, moi je ne jouais pas avant-centre. Je joue plutôt ailier. Ailier. Alors, c'était toujours la ligne offensive. Oui. Exact. Et je vais même le dire, il s'est beaucoup amélioré sur le plan technique. Oui, tout ce qu'il fait là, c'est du très haut niveau. Oui, j'ai très peu vu de joueurs faire cela. J'ai également vu la réaction, la mine de Gilles Hugon pendant que l'on nous montrait ses prouesses d'Aboubakar Vincent, de quoi quand même être rassuré pour un entraîneur comme Hugo Broos quand il voit le type performant de son joueur. Oui, c'est rassurant de voir un joueur qui allie la puissance physique et les gestes techniques qu'on vient de lui voir faire et qu'on aurait aimé lui voir faire aussi lorsqu'il était en France et qui marquait des buts, surtout en puissance, mais moins en technique, comme on l'a vu faire là avec Beşiktaş.
Et voilà donc Aboubakar Vincent, tout feu tout flamme, champion de Turquie cette saison avec son club Beşiktaş. Mais il faut noter quand même que toujours du côté de la Turquie, le meilleur buteur de tous les footballeurs africains de ce côté-là, c'est Samuel Eto'o avec 17 buts. Il a d'ailleurs fait la meilleure performance. Je ne crois pas qu'un footballeur camerounais qui évolue en Europe ait battu ce record de 17 buts marqués par Samuel Eto'o avec son club Antalyaspor qui est donc arrivé à la 6e position de ce classement. On va parler à présent d'un autre lion indomptable, très performant dans son club. Il s'agit de Michael Ngande, sacré lui également champion de la République tchèque avec son club Slavia. Michael Ngande, auteur d'un magnifique but. On va regarder ensemble ces buts de Michael Ngande. Voilà donc ces buts nous rappellent bien évidemment celui inscrit lors de la rencontre contre la Guinée-Bissau, Michael Ngande. C'est lui qui avait marqué le but. Exact, contre la Coupe d'Afrique. exact. Donc c'est le deuxième but contre la Guinée-Bissau. Donc Michael Ngande, il est défenseur, il faut le rappeler. Il a inscrit 6 buts cette saison avec son club Slavia Prague. Slavia Prague qui a donc été sacré champion de la République tchèque cette saison. Ça fait quand même un peu intéressant de voir quelqu'un qui est défenseur et qui marque autant de buts. On a quand même connu peut-être pas très beaucoup de joueurs, peut-être de mémoire. Beckenbauer a marqué des buts comme ça. Oui, je voulais parler des Lions indomptables. Moi, je voulais plutôt marquer Jean Fouet quand même, de regretter mémoire, qui marquait également beaucoup de buts, n'étant pas du coup au niveau de la ligne offensive. Bon, ça c'est pour ce qu'on peut qualifier de la saison réussie pour les Lions indomptables. On parle à présent de ceux qui sont passés à côté. On parle tout d'abord la finale de la Coupe de France qui a opposé samedi dernier Angers où évolue notre sociétaire Karl Toko Ekambi contre la formation du Paris Saint-Germain. C'est à l'ultime minute de jeu que Angers a donc perdu cette rencontre. On y va en image avec également le son. C'est donc là le compte rendu. C'est dans le compte rendu de cette finale quand même perdue par Angers. Je sais, Gilles Hugon, vous avez suivi de très près cette finale. Quelle appréciation vous faites déjà d'Angers en général qui jouait quand même contre la grosse équipe du Paris Saint-Germain? Angers n'est pas réputé depuis 2 saisons pour faire du beau jeu. C'est plutôt une équipe qu'on qualifie de solide, de très défensive et qui s'appuie sur des contre-attaques. Ça peut être apprécié si on aime la tactique et si on aime le gros travail collectif. Pour ceux qui aiment le spectacle, c'est un peu moins appréciable, mais il faut reconnaître qu'ils se maintiennent depuis 2 saisons, je crois, maintenant en première division. Et ils ont eu le mérite d'arriver avec leurs joueurs, leur qualité en finale de la Coupe de France, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Alors, Paul Balken, notre société quand même qui évolue dans cette formation de Angers, Karl Toko Ekambi, lui également, a quand même connu une très belle saison avec cette équipe, puisque Karl Toko Ekambi, c'est vrai qu'il a inscrit la plupart des buts de son club cette saison. Il a également donné plusieurs passes décisives qui ont permis à son équipe et à ses coéquipiers de marquer cette saison. Mais fort heureusement, Karl Toko Ekambi, tout comme tous les joueurs de Angers, n'ont pas été récompensés par tous ces efforts, battus en finale par le Paris Saint-Germain, mais plus ou moins quand même un joueur qui a connu un volume de jeu appréciable, qui évolue également, qui a évolué au niveau de la qualité technique. Car je l'ai remarqué quand il jouait à Sochaux. Il avait déjà des qualités, vraiment des qualités phénoménales. Et là, avec Angers, ça a été un peu le haut niveau, quoi. Il s'est amélioré, il a pris beaucoup d'ampleur et il a joué, il est rentré dans le système de jeu. Et ce qui fait que bon, certaines fois, il a aidé son équipe à gagner certains matchs. Cette saison en France. Sauf que la lutte sera après au niveau de la ligne offensive, parce qu'il faut noter que Hugo Broos a convoqué beaucoup de joueurs au niveau de la ligne offensive dans sa liste des 23. Mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il y a des joueurs sur qui on peut compter quand les titulaires ne sont pas là. Et également, celui qui a passé une mauvaise saison, c'est Benjamin Moukandjo, le capitaine des Lions indomptables, avec notamment sa formation Lorient. Lorient est donc tombé sur plus fort que lui,
plus fort que lui, c'était 3 lors des matchs de barrage. Ils sont tombés à l'aller 2-1 à domicile. Lorient n'a pu obtenir qu'un match nul de 0 but partout. Voilà donc quelques actions de cette rencontre des barrages retour entre Lorient et Troyes, ce qui fait en sorte que le club du capitaine des Lions indomptables est donc relégué en deuxième division après avoir passé 11 années quand même en Ligue 1, Gilles Hugon. Oui, c'est vrai, ça fait de la peine de voir une équipe comme Lorient qui est appréciable au niveau du jeu, qui a depuis l'ère Gourcuff un peu baissé de niveau, mais qui garde toujours ses principes de jeu tournés vers l'avant, dont a bénéficié Moukanjo cette saison parce qu'il reste encore meilleur buteur de son club. Il bénéficie de tout ce travail offensif et c'est un peu dommage pour la qualité de jeu de perdre une équipe comme Lorient en première division. Mais est-ce qu'honnêtement... Je voulais juste ajouter un truc, juste un petit truc, c'est que on a souvent négligé le football de la Ligue 2 de France. C'est à un certain moment donné, elle est plus élevée que celle de la Ligue 1. Quand on enlève, c'est vrai que quand on enlève des équipes comme Lyon, Paris, machin, toutes les autres équipes, à partir par exemple de la 9e ou la 8e place, valent certaines équipes de la Ligue 2. La preuve en est que c'est un club de Ligue 2 qui empêche ici à Lorient de se maintenir en Ligue 1 et qui l'a donc précipité dans les profondeurs donc, du championnat de Ligue 2. Maintenant, on va parler quand même des nouvelles de quelques compatriotes, en l'occurrence le fils de celui qui est notamment notre invité ce soir, ancien footballeur lui également. Donc il a retransmis les gènes à son fiston Stéphane Baoken qui a donc accédé à cette saison en Ligue 1 avec son club Strasbourg. Lui quand même qui a inscrit plusieurs buts, notamment 7 au total avec son club cette saison. Stéphane Baoken, on a quand même pu aller chercher dans les archives l'un de ses buts. Je crois que la réalisation va certainement nous permettre d'avoir au moins ce but inscrit par Stéphane Baoken avec son club Strasbourg. C'est quand même avec beaucoup de plaisir que cette équipe revient quand même en Ligue 1 cette saison. Gilles Hugon, Strasbourg qui a quand même écrit également les belles pages du championnat de France. Oui, on a discuté justement avec le coach Baoken avant l'émission. C'est un club qui respire le football et toute la région alsacienne est derrière le Racing Club de Strasbourg. C'est un club qui manquait à la première division depuis quelques années, notamment par l'ambiance qu'on trouve à la Méno, qui est un stade où le public est proche du terrain. Et même si c'est loin de ma région d'origine, je suis content de voir un club comme Strasbourg revenir en première division. Ça va apporter un peu plus de peps à cette première division. Alors Stéphane Baoken, il a déjà été approché par certainement la sélection française ou bien oui. Vous lui demandez qu'il revienne au pays comme vous? Non, il a été à catégorie que joue à Toulon, là, comment on appelle? Ah, les espoirs. Oui, il a été espoir. Il a fait 2 matchs, 1 but, espoir français. Et même il a été aussi appelé en sélection ici à junior et je crois cadet, un truc comme ça. J'espère que cette fois-ci, comme il accède en Ligue 1, c'était un championnat qui est très médiatisé. Ici sur le plan local, certainement qu'il va, nous osons croire qu'il va marcher sur les traces de son géniteur que vous êtes. On a les images qui nous arrivent donc à l'instant. Il s'agit donc des images de revoir et ça vous fera normalement plaisir. C'est Colombe Dudja, votre ancien club, qui disait donc au revoir à son entraîneur en chef Karl Enongachou, promu directeur général de l'ANAFoot, c'est l'Académie nationale de football du Cameroun. Pendant que ces images se défilent, c'est donc la messe d'action de grâce et même la cérémonie de revoir donc à Karl Enongachou du côté donc de Sambelima, la ville de Sambelima qui a tenu donc à lui rendre hommage, même s'il n'a pas fait beaucoup de choses avec Colombe Dudja. Colombe est toujours dans la zone rouge. Quelle réaction est-ce que vous faites, surtout en ce qui concerne la NAFoot quand même, puisque c'est une nouvelle structure qui vient d'être mise sur pied au Cameroun. C'est vrai qu'annoncé depuis 7 ans, on a déjà là les responsables avec comme président du conseil d'administration Issa Yatou, directeur général Karl Enongachou. Mais je ne conteste pas la décision du président de la République. Mais je pense que on devait confier ces postes-là à d'autres personnes. Voilà. C'est-à-dire? C'est mon avis. C'est-à-dire que c'est le PCA et
également le directeur général et son adjoint, parce qu'il faut dire que l'adjoint c'est Eloi Menjeme, qui est donc l'adjoint de Karl Eno Ngachou. Gilles Hugon, vous étiez là en 2011, on ne parlait pas encore, c'était donc en 2010, l'année où vous étiez dans les astres, que le président de la République avait d'ailleurs fait l'annonce de la mise sur pied de la NAFOOT. Aujourd'hui, on a des responsables nommés Issa Ayatou et Karl Eno Ngachou. Votre appréciation déjà de la structure en elle-même, la NAFOOT, qu'est-ce qu'elle peut apporter sur le plan de l'appréciation et de l'évolution du football jeune au Cameroun? Je pense que c'est un outil indispensable à l'évolution du football des jeunes au Cameroun. C'est une structure qu'il va falloir bien encadrer. J'en parle en connaissance de cause parce que j'étais le directeur technique de la même académie, mais à Madagascar, en 2013 jusqu'en 2015. Et c'est quelque chose qui est très difficile à mettre en route. Il va falloir des recruteurs dans tout le pays pour ne laisser passer aucun bon joueur, sur le côté, faire un gros travail de recrutement, le plus honnête et le plus droit possible, le plus objectif possible, pour permettre aux équipes nationales de jeunes, que ce soit 17 ans et 20 ans, à l'avenir d'avoir des résultats meilleurs que ce qu'il y a lors des dernières années. Parce que je ne vois pas pourquoi le Cameroun, en étant un pays de football comme il est, ne se rapproche pas des meilleures nations de jeunes en Afrique. Et voilà donc, c'était l'appréciation de la NAFOOT, mais il faut quand même dire que où vous avez été comme responsable de cette NAFOOT, on nous indique notamment de faire tout d'abord un tour du côté de la régie, on se retrouve juste derrière. Jean-Louis le ballon, passe à David, lui présente médaille. Jean-Louis sur la prochaine trajectoire. David suivre, il fait faute. David remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, et qui remporte. Hugo Lionel avec 48 minutes. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Eh bien, on revient sur le plateau pour les dernières minutes de ce programme. On va peut-être les consacrer pour dire un mot notamment en ce qui concerne la NAFOOT, qui est quand même l'académie, la structure mise sur pied par les pouvoirs publics pour relever le football jeune. On a donc la chance d'avoir également Gilles Hugon, qui a longtemps été dans l'encadrement du football jeune au Cameroun. Et vous dites que ce n'est pas évident de mettre sur pied cette structure. Alors, la procédure telle qu'elle est engagée au Cameroun pourra-t-elle permettre, d'après vous, d'atteindre véritablement les objectifs qui sont ceux de relever le niveau du football jeune? Ça serait prétentieux de ma part de dire que les structures en place pourront réaliser ça, parce que je ne connais pas bien le mécanisme que la fédération a mis en route pour ces sélections-là. Mais c'est vrai qu'il faut un travail de fond dans toutes les régions du pays. Il faut que chaque région, chaque ligue fasse son travail d'abord de détection de jeunes pour envoyer les meilleurs en sélection finale, pour que ne soit gardé que dans chaque génération les 20 ou 25 meilleurs joueurs qui formeront les équipes de jeunes et peut-être les lions indomptables à venir. Paul Balken, qu'est-ce qui vous fait être assez pessimiste quant à cette équipe dirigeante qui a été choisie pour diriger une structure quand même assez innovateur que la NAFOOT, l'Académie nationale de football? Je ne donne pas d'explication, mais je persiste et je dis que ce ne sont pas à ces deux-là qu'il fallait donner ces postes-là. Voilà. D'accord. Alors, pour sortir de cet entretien, on va revenir sur l'actualité des Lions indomptables du Cameroun. Alors, quel serait pour vous peut-être le souhait pour les prochaines échéances des Lions indomptables du Cameroun? Le souhait? Oui, c'est par rapport à l'échéance qui attend le Cameroun à la Coupe des Confédérations. Le Cameroun, honnêtement, pourrait-il sortir du groupe et peut-être nous faire vivre ce qu'on a vécu en 2003? Je disais aujourd'hui là que il n'y a que avec la volonté, beaucoup de volonté, qu'on puisse. C'est comme à notre époque. Et nous, on jouait d'abord pour le pays, on pensait au pays avant de penser à autre chose. On se disait qu'il fallait d'abord jouer pour le peuple et puis pour jouer pour soi-même. Donc, je dis donc que ces gars-là, une fois qu'ils rentrent sur le terrain, qu'ils sachent que, bon, ils jouent pour le peuple. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Même en tant que technicien, bon, je ne vais pas rentrer dans
dans tout ça. Mais je dis seulement qu'une fois sur le terrain, la volonté, rien que la volonté, comme ils ont fait en Coupe d'Afrique des Nations. D'accord. C'est le même conseil que vous donnerez, par exemple, aux Lions indomptables, Gilles Hugon, par rapport à cette compétition quand même assez relevée, qu'est la Coupe des Confédérations. Oui, la Coupe des Confédérations est relevée, on n'a qu'à voir le groupe. Mais je pense que le choix de la Colombie comme match amical est très bien et très judicieux, parce qu'on rencontre ensuite le Chili, qui est une équipe d'Amérique du Sud et dont le jeu ressemble à la Colombie. C'est bien préparé. Et puis, quels que soient les résultats à la Coupe des Confédérations, je pense que l'objectif, au-delà de cette Coupe des Confédérations, qui est importante comme compétition, c'est la double confrontation contre le Nigeria, entre le 28 août et le 3 septembre, qui est déterminante dans la poule de qualification, parce que le Nigeria a déjà 6 points, le Cameroun 2 points, et je pense que là, sont les 2 matchs les plus importants de la série de matchs qu'on va vivre. Merci à vous, donc, Gilles Hugon. Je rappelle que vous êtes entraîneur de football, vous êtes français, vous avez été sur le banc de touche d'un club camerounais, en l'occurrence les As Douala et bien d'autres clubs. Vous avez dit FC Mon Cameroun. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à vous de m'avoir invité. Merci également à Paul Bayoken, ancienne gloire du football camerounais. Beaucoup de réussites. Vous ne comptez pas peut-être revenir sur le plan local, prendre peut-être une équipe et continuer ce que vous avez eu à faire avec Colombia? Bon, vous savez, moi, prendre une équipe en ce moment-là, subir comme des actes pas vraiment... Tous les présidents de club ne se comportent pas de la sorte. Voilà, donc j'aurais peut-être envie, moi, d'avoir mon équipe à moi, être comme président d'un club de football. Ok, on attend donc vivement que vous soyez véritablement ce président de club. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant tout ce programme. Donnons-nous rendez-vous lors de la prochaine tranche consacrée à l'émission 100% foot sur Equinox Télévision. Bonsoir. Bonsoir. Un défenseur que tout le monde craignait, je ne sais plus comment il s'appelle. Puis les choses sont allées en deçà de ce que cette équipe pouvait donner en championnat, et puis ils se sont subitement retrouvés en Ligue 2 et pendant plusieurs années. Et après, bon, moi, je n'ai plus suivi le Racing pendant plusieurs années. Voilà, alors Gilles Hugon, comme vous avez eu la possibilité de rencontrer la formation de Babouto Zombuda en 2011, pendant que vous étiez au banc de tous des As Douala, il faut dire qu'à l'époque, Rassa était encore en 2e division. Quelle équipe de Babouto est-ce que vous aviez souvent eu affaire en 2011? Je me rappelle aussi en 2003 avec mon Cameroun, on était allé jouer sur un stade, l'ancien stade de Bouda, qui était très boueux ce jour-là. C'était une équipe difficile à jouer. Et il faut dire qu'après le match d'hier, c'est des ambiances qu'on aime bien vivre quand on est sur le banc, parce que des derbys régionaux comme ça donnent toujours la motivation aux joueurs, on sent la pression des supporters derrière nous, et ça peut que donner l'envie aux joueurs de se surpasser pour des matchs comme ça. Voilà, c'est vrai que vous dites que le stade Sénagé de Tchang était beau. C'était également le cas avec le stade Bamedji, parce que quand il vous arrivait peut-être d'aller jouer à l'ouest, cette fois ce sont des images quand même déjà dans le passé, puisque à présent la ville de Bafoussam est désormais dotée d'un stade omnisport où on peut dérouler le beau football. Je propose qu'on poursuive donc avec les rencontres comptant pour la 16e journée. On se rend du côté de Loum. Loum, c'est une localité située dans le département du Mungo, région du littoral, où il y avait également une chaude explication dimanche entre UMS de Loum et l'Union sportive de Douala. Rencontre épique qui s'est donc soldée sur le score d'un but partout entre l'UMS de Loum et Union de Douala. Il faut quand même noter que c'est l'UMS de Loum qui a ouvert le score. Dès les premiers instants de jeu, l'Union de Douala est revenu au score aux ultimes minutes de cette rencontre au niveau de la deuxième mi-temps. On a donc quelques images donc, de cette rencontre entre l'Union de Douala et UMS de Loum, soldée donc sur le score d'un but partout. Il faut dire que les entraîneurs de football pour la plupart et même les acteurs ont souvent eu à décrier l'état de la pelouse de ce stade municipal de Loum, où plus ou moins les équipes sont obligées de livrer leur rencontre. Mais on note que UMS de Loum est un peu plus en difficulté à domicile, puisque c'est une équipe qui effectue de très bonnes sorties, mais
constamment en difficulté lorsqu'il faut jouer à domicile. Je vais vous proposer donc d'ailleurs d'écouter les réactions au terme de cette rencontre. On a d'un côté l'entraîneur de l'Union de Douala, Diallo Siwe, et l'entraîneur de UMS de Loum, Emmanuel Likumba, mais également quelques acteurs de cette rencontre au micro de notre reporter Jacquino Molon. Il faut déjà rapidement oublier ce match vraiment qui nous laisse un goût amer parce qu'on avait à cœur de prendre les 3 points de la journée. Il faut déjà l'oublier et se reconcentrer pour le match de contre Eding parce que ce sera notre match. Surtout que jusqu'ici, apparemment ça ne marche pas bien à la maison depuis le début de saison. Donc on fait beaucoup plus de résultats à l'extérieur, donc on va se remettre au travail. On ne va pas baisser la tête parce que c'est le foot. C'est le foot, il faut déjà accepter ce qui se passait cet après-midi. C'est un point qu'on prend et on ira à Yaoundé avec tout le sérieux qu'il faut. On espère que par la grâce de Dieu, là-bas on pourra faire un résultat positif. C'est un éternel recommencement. Ça commence à être très difficile ici. Quand on sait que toutes nos victoires, la majorité, nous les obtenons hors de nos installations. Aujourd'hui encore, quand on avait le match en main, on vient comme ça de faire un match nul. C'est vraiment... ça ne fait pas plaisir. Bon, un gardien de but commun, une erreur est très fatale quand on sait que c'est le dernier rempart. Bon, c'est arrivé aujourd'hui, je pense qu'on ne va pas le condamner. Je ne suis pas déçu de la qualité du jeu que les gars ont produit, mais au bout du compte, ça ne s'est pas soldé par une victoire. Il a été de moins en moins calme aujourd'hui et on a été surpris de ce qu'il a eu un comportement d'un sportif de haut niveau. Nous pensons qu'il va continuer sur cette lancée pour qu'il y ait la sérénité dans le groupe. C'était donc là Emmanuel Likumba, entraîneur de UMS de Loum, mais également un joueur de cette formation après donc le nul obtenu à domicile face à l'Union de Douala. Je vous propose à présent de suivre les réactions côté Union de Douala avec notamment l'entraîneur Diallo Siwe et un joueur de l'Union de Douala au terme de cette rencontre. On les écoute. Il fallait ramener à Topé un point. Le match passé, on a perdu à la maison et il fallait impérativement ramener ce point-là. C'est pour ça qu'on a tout donné et Dieu merci, on revient au moins avec ce point, avec un point. Bien sûr, on passe déjà à la prochaine journée parce que non seulement on va jouer à la maison, on va jouer contre Lyon blessé. Il faut absolument prendre les 3 points parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas super, nous ne sommes pas bien placés. Omnisport de Kwekon, Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. Après le match des supporters durant toute la semaine sur les chaînes de radio, télévision et réseaux sociaux, le derby régional Racing Bamboutos connaît un record d'affluence au stade Omnisport de Bafoussam pour cette avant-dernière journée de la phase allée de Ligue 1. Partie des 4 coins du Cameroun, les différents clubs de supporters et comités de soutien poursuivent le match des supporters pour porter chacun son équipe à la victoire. En dépit de l'ouverture du score par le tout-puissant de l'Ouest à la 26e minute, les 2 manches du match sont une véritable pilule très amère à avaler. Mené au score, le milliard de supporters des Mangwa Boys est très confiant que son équipe va remettre les pendules à l'heure. La moindre incursion dans chaque camp fait frémir les supporters. Mais la grande forme de l'ange gardien dans sa cage rassure, faisant même rêver sans conviction d'une victoire du TPO en panne de réussite depuis 7 journées. Le Racing tord sans rompre pendant 64 minutes. Et au coup de sifflet final, le TPO a brisé le signe indien à la grande désolation des supporters de Bamboutos. Leur équipe n'a plus gagné depuis 5 journées. Ainsi, le Racing de Bafoussam renoue avec la victoire. La 3e à domicile depuis l'exploit d'1-0 face à Coton Sport de Garoua à la 8e journée. C'est la première victoire de Bertrand Gougny depuis le départ de Guy Bertin Diemnan sur le banc de touche du Racing. Merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Je pense qu'il faut relativiser. Ce supporter du TPO parti de Douala pour ce match historique remercie de tout cœur Equinox Télévision pour le travail abattu autour des derbys régionaux. Nous disons grandement merci pour Equinox, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour le regard de l'Ouest et nous disons aussi un bonsoir à la voix de l'Ouest qui est Jean-Paul Chouniat. En crise depuis quelque temps, le tout-puissant de l'Ouest a donc sorti sa tête de l'eau. Le club phare de la MIFI clôturera-t-il la dernière journée de la phase allée de Ligue 1 en beauté avec une première victoire à l'extérieur face à Stade Renard de Melon?
Josué Annecy. Eh bien, vous avez donc suivi là ce reportage assez épique au stade Omnisport de Kwekong. On va permettre maintenant de suivre les réactions au terme de cette rencontre, aussi bien du côté de Racing, où l'on est satisfait par rapport à la victoire. Du côté de Bamouto Zombuda, c'est un peu les regrets, notamment son entraîneur-chef à Tangana, qui a également réagi au micro de nos reporters au stade Omnisport de Kwekong. On les écoute. Défi. Alors moi, je dis merci au Seigneur parce qu'il nous a permis de gagner ce match, mais dans la manière. Mais je pense qu'il faut relativiser. Il ne faut pas s'enflammer. Ce n'est qu'une victoire. Alors, ça nous permet de remonter dans le banc jaune du classement. Il faut dire que le chemin est encore long et adulte. Nous allons continuer davantage de travailler pour cristalliser nos chances de victoire. Nous pensons qu'il y a du meilleur, il y a du potentiel dans cette équipe. Il a été plus déterminé, on a plus mis envie que Bamouto. Je crois qu'après les mauvaises prestations qu'on a eu à subir à nos supporters, on avait l'obligation de laver la France cet après-midi. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire. Le mot clé a été la motivation. Je crois que Racing a eu des mauvaises prestations à cause du financement aussi. Je crois qu'il y a un petit ouf de soulagement que les dirigeants essayaient de faire. Je crois que c'est ce qui nous a plus motivés cet après-midi. Il y a des jours où on est quand même satisfait d'avoir produit du jeu, mais là aujourd'hui, je crois que les enfants n'ont pas cru. On a joué un match insipide, on a eu quelques occasions, ils n'ont pas cru durant la fin. On a laissé la première manche à Racing. La seconde manche, on a donné des consignes. On a dit aux enfants de mettre le ballon vers l'avant et de pouvoir. Je crois que le match a eu ses yeux sur un détail. Il aurait fallu qu'on marque un but pour revenir. Voilà dans les différentes réactions au terme de cette rencontre. Il faut dire, Paul Bauken, que Racing revient quand même de loin après une période, je peux dire, passée au purgatoire de la D2 régionale, tout d'abord en plus en Elite Tour avant de revenir en championnat de Ligue 1. Mais il faut dire que ce club boit un peu du noir depuis le début de cette saison. Il en est de même pour certains clubs mythiques du Cameroun. J'en citais notamment le Canon de Yaoundé qui est dans la zone de relégable. Quelle réaction est-ce que vous faites par rapport à tous ces clubs qui connaissent vraiment des différences? Vous savez que s'agissant du Racing Club de Bafoussam, là c'est une équipe très redoutable. À l'époque ils avaient Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à 100% Foot. Dans cette livraison de 100% Foot, on revient sur la liste des 23 lions retenus par l'entraîneur en chef des Lions indomptables Hugo Bross. Dans les entraînements ont effectivement commencé ce jour au stade militaire. Seuls 10 lions indomptables étaient présents à cette séance d'entraînement. Il faut dire que c'est en vue de préparer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le premier match, ça sera contre le Maroc le 10 juin. Ensuite, les lions mettront le cap sur la Russie pour la Coupe des Confédérations avec de grosses pointures dans le groupe du Cameroun, notamment le Chili étant pour moi et l'Allemagne. On reviendra également sur le championnat national des ligues avec les rencontres comptant pour la 16e journée et Dinsport de la Ligue reste leader malgré le fait qu'il attend toujours de jouer son match contre la formation du Nisport, tandis que le Canon de Yaoundé a gagné ainsi que Lyon blessé, mais les deux clubs restent dans la zone de relégation. Voilà le menu de ce soir, sans toutefois oublier le barreau à Diaspora. On va revenir sur l'actualité. En club de nos Lions indomptables, ils ont connu des fortunes diverses. Certains ont été champions dans leur club, d'autres vont évoluer la saison prochaine en Ligue 2. Voilà donc le menu planté pour ce programme de 100% Foot. Et pour nous accompagner, on a des entraîneurs de football. Je commence tout d'abord avec Paul Bauken. Il est ancienne gloire du football camerounais. Il a été parmi l'expédition de la toute première participation du Cameroun à la Coupe du Monde en 1982. Paul Bauken, bonsoir. Bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je me retrouve parmi vous et je suis vraiment très fier d'être toujours appelé par vous
pouvoir m'exprimer. Même étant hors du pays, vous suivez quand même l'actualité du football sur le plan local? Oui, sur le plan local, oui, je suis attentivement le championnat du pays. Ok, d'accord. On aura donc le temps d'apprécier ces championnats avec vous pendant tout ce programme, mais également sur ce plateau, Gilles Hugon, entraîneur de football français. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox. Merci d'être là avec nous. Il faut dire que vous avez été sur le banc de touche des Astres du Douala comme entraîneur en 2011. 2010-2011, oui. 2010-2011. Mais vous êtes parti de façon prématurée du banc de touche des Astres de Douala. Il faut connaître quelques raisons. Oh, il n'y a pas de raison particulière. Quand une saison se termine et qu'on n'arrive pas tout à fait à se mettre d'accord avec le club, c'est plus sage de se séparer plutôt que de se disputer. Voilà, donc 6 ans après votre départ, vous suivez quand même, du moins pour ce qui est des Astres Douala. On vous a vu de temps en temps dans les gradins du championnat, beaucoup plus ici à Douala. Vous suivez l'évolution des Astres de Douala entre l'équipe que vous avez connue en 2011 et celle qui évolue cette saison. Quelle est l'appréciation que vous faites? Disons que je les ai vus jouer qu'une fois hier. J'ai du mal à faire une comparaison parce qu'il n'y a aucun joueur que j'avais à l'époque qui reste dans l'effectif. Un seul joueur, mais il était sur le banc. Le championnat a un peu évolué. Je vois le changement d'infrastructure avec les nouveaux stades qui sont construits. Et c'est bon signe parce que ça tend à aller vers le professionnalisme qui est tant attendu ici depuis quelques années. Vous avez que les Astres avaient, on les appelait également les Brésiliens de Bébé Panda par rapport à leur qualité de jeu. Est-ce que lors de la rencontre que vous avez suivie au stade de la réunification qui a opposé les Astres à l'Aigle Royal, peut-on encore continuer à appeler ces Astres-là les Brésiliens de Bébé Panda? Sur le match d'hier, on ne peut pas trop parler de Brésiliens parce que les conditions n'étaient pas réunies pour faire un beau match. Des deux côtés, c'était difficile. La chaleur et le terrain avec des faux rebonds ont gêné les deux équipes. C'est d'ailleurs ce qui a amené le penalty pour Astres en début de match. C'était un match difficile, mais ils ont eu le mérite de s'accrocher jusqu'au bout, de défendre leur avantage. Et il y a des matchs qu'il faut savoir gagner, même en mal jouant, et il faut les féliciter sur ce point-là. D'accord, vous aurez l'occasion de suivre d'ailleurs l'entraîneur en chef des Astres de Douala. Il va porter sa précision et sa réaction au terme de cette rencontre que son club a gagné. Je propose qu'on mette tout d'abord le cap sur le stade Omnisport de Kwekon qui abritait donc l'une des rencontres les plus relevées, du moins c'est pour la 16e journée. C'était la rencontre opposée donc Racing à Bamouto Zombouda. D'après nos reporters, Jean-Paul Chouniat et Dalachana, ce match a battu le record de mobilisation au stade. Et on a besoin de points absolument. Bien sûr, on est venu ici pour essayer de rentrer avec 3 points. Bon, vous savez, c'est difficile de jouer ici. Vous savez, l'équipe UMS est encore sur un terrain qui n'est pas assez jouable. Bon, on a fait ce qu'on a pu. Heureusement que les enfants sont revenus et terminés au score. C'est un point qu'il ne faut pas négliger, c'est important pour la suite. On ne peut pas jouer au football sur ce terrain-là. On parle de déchets là, c'est pas possible de jouer là-dessus. Donc on parlait de déchets. Est-ce qu'on peut circuler là-dessus? Est-ce qu'on peut faire tourner un ballon dessus? C'est pas possible. On est venu pour lutter et essayer de ramener les points. Donc c'est dommage qu'on a encore ramené qu'un seul point. Voilà donc Union UMS de Loum et Paul Bauken, vous-même, vous l'appréciez pendant que ces images passaient, pendant qu'on avait la réaction de l'entraîneur, que l'Union ne se porte pas du tout très bien depuis le début de ce championnat qui est rendu à une journée de la fin de la phase aller. Oui, ça dépend. Si pour moi, il n'y a pas eu un bon recrutement sur le terrain, l'équipe ne peut pas évoluer. Donc, il n'est donc pas étonnant de voir que l'Union occupe la place qu'elle a aujourd'hui. On reviendra en détail sur le classement après après avoir donc vu les images de ces rencontres qui se sont donc disputées dimanche. Et Gilles Hugon, vous avez quand même eu à affronter cette équipe qui est quand même dans la même ville, logée dans la même ville que les Astres de Douala, l'équipe que vous entraîniez, l'Union de Douala que vous avez connue et l'Union qui évolue aujourd'hui. Il y a également une très grande différence. Mais au vu des résultats, oui, puisqu'on disputait tous les deux le haut du tableau, un peu derrière Coton Sport à mon époque. Mais je pense que le début de championnat un
un peu décevant au niveau des résultats, c'est parce que le projet se met en place. Peut-être que le président Api et le coach Diallo ont en tête de mettre des bases stables et après la phase de modelage de cette équipe, peut-être que les résultats vont partir et on peut faire confiance à ces deux professionnels compétents chacun dans leur domaine pour améliorer les résultats de Union. Améliorer donc les résultats de l'Union de Douala en vous proposant à présent les images si possible, avec bien évidemment la complicité de la régie, les images du stade de la réunification de Douala qui avait donc à l'affiche les Astres contre l'Aigle Royal de la Ménois, et ce sont les Astres qui ont pris le dessus. 1-0, but inscrit sur penalty par les Astres de Douala. C'est donc au stade de la réunification. Vous avez donc là en image cette rencontre des Astres contre l'Aigle Royal de la Ménois, et c'est donc sur penalty que les Astres de Douala ont réalisé à décrocher les 3 premiers en jeu pour cette journée au stade de la réunification de Douala. But donc inscrit par les Astres de Douala. Même la deuxième mi-temps ne donnera pas la possibilité au poulain du coach Ndoko de revenir à la marche, et c'est donc sur le score d'un but à 0 que les Astres se sont imposés. Je vais donc vous proposer tout d'abord la réaction de l'entraîneur en chef des Astres de Douala, celui qui occupe le banc de touche actuellement, le banc de touche que vous occupiez, Gilles Hugon. Il s'agit du coach Ndoko qui revient, ce qu'il lui-même qualifie entre guillemets de malédiction, puisqu'il n'arrive pas toujours à gagner au stade de la réunification de Douala. Nous l'écoutons. Ce match de cet après-midi. Nos matchs contre l'Aigle n'ont jamais été des matchs faciles. L'année dernière, ça a été la même chose. Nous avons marqué très tôt et Aigle nous a vraiment torturé pendant tout le monde. Parce que là, quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Avec que chaque fois que cette équipe de l'Aigle vient jouer contre nous ici à Douala, elle présente vraiment un très beau spectacle. Moi, je continue encore à dire merci au travail que mon jeune frère Ndoko est en train de faire à Tchang. Je l'ai dit l'année dernière. Je pense qu'avec ce que j'ai vu cet après-midi, il continue à insister sur son projet. Et je dis beaucoup de courage pour la continuation pour lui. Bon, au niveau des Astres, nous allons continuer à travailler pour que notre équipe retrouve un niveau au-dessus de ce que nous avons présenté cet après-midi. Surtout devant notre public, parce qu'à l'extérieur, nous jouons mieux que ce que nous faisons à Douala. J'ai dit tout à l'heure de ce qui était Ndoko, c'était plus rectificatif. C'est le coach bel et bien Charlemagne Bongo qui est l'entraîneur des Astres de Douala. Réaction Gilles Hugo après cette victoire des Astres et la réaction de l'entraîneur Charlemagne Bongo. Je suis d'accord avec lui que c'est difficile d'évoluer à domicile comme ça parce que devant son public, même si on gagne, on aime donner du spectacle pour donner du plaisir aux gens. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est bien de sortir de la zone dangereuse et de rattraper les concurrents à 20 points puisqu'il y a 4 équipes maintenant à 20 points. Et ça donne le moral aux joueurs, aux dirigeants et aux coachs qui va, j'espère, continuer sur cette dynamique. Exact, il faut dire que les Astres occupent la 10e position avec 20 points. On aura le temps d'avoir tout le classement. Je vous propose à présent d'écouter l'entraîneur, cette fois, de l'Aigle Royal de la Ménois. Il s'agit de Joseph Ndoko au terme de cette rencontre. Lui qui parle de malédiction parce qu'il n'arrive pas à s'imposer au stade de la réunification de Douala avec son équipe, bien évidemment. On se sent un peu très gêné du manque de réussite qu'on a. Là maintenant la question est de savoir, peut-être que je n'ai pas le niveau de pouvoir aller chercher mieux, mais pour le moment je pense que j'ai tout donné. C'est la même chanson, hein. Aujourd'hui tout le monde la connaît, il faut mettre le ballon au fond, on ne le fait pas. Tout facilement on dit, quand tu ne peux pas faire, il ne faut pas permettre à l'autre de faire. On a donné facilement un pénalty à Ast, il faut que lui-même fasse la comptabilité. Les enfants là, ils sont là pour apprendre. S'il n'y a pas d'erreur, on n'apprend pas, donc voilà, et on va continuer à travailler. Je pense quand même que le championnat est relevé. C'est dommage pour nous d'avoir marqué une fois de plus 0 au Makoua parce qu'on avait envie de faire mieux que la saison passée avec 21 points. Là on reste à 18, il va falloir aller chercher contre l'Unisport de Bafang pour atteindre le quota de l'année passée, de la saison dernière. Alors, cet entraîneur a véritablement des raisons d'être inquiet, Paul Bauken, puisque après 16 journées, l'Aigle Royal a gagné juste 4 matchs, obtenu 6 matchs nuls et perdu 6 matchs pour un goal différence pour de 9 et contre 11. Donc, il y a de quoi s'inquiéter.
Moi, personnellement, je ne pense pas. Qu'on continue à lui faire confiance. Bon. Et j'ai remarqué une chose que j'aurais bien voulu souligner, qu'ici, quand un entraîneur perd 2-3 matchs, on pense déjà à le mettre de côté. Ce qui, pour moi, vraiment n'a pas de sens. L'entraîneur de football, on doit lui faire confiance. Et puis, des fois, quand ça ne marche pas, c'est que certains joueurs sont dans le clan du côté de certains dirigeants qui poussent l'entraîneur à la sortie. C'est pour ça que quand il y a des problèmes de ce genre-là, l'équipe stagne, l'équipe n'avance pas. Pour lui, le résultat, le jour où il aura un premier résultat, je crois, un résultat positif, je crois que les autres résultats positifs suivront. Alors, ce que dit Paul Bauken en ce qui concerne les entraîneurs, nous avons la chance d'avoir quand même Gilles Hugon qui a été au banc dessus des bancs d'études des As de Douala. Alors, c'est qu'il avance les contre-performances qui sont souvent très mal pris par la direction générale des clubs. Est-ce que ça peut, entre autres, être les raisons qui ont expliqué votre départ prématuré du banc de touche des As de Douala? Il y avait des clans de joueurs qui étaient du côté de l'administration, ou bien vous n'arrivez pas à imposer votre système? Non, c'était pas ça du tout, puisque les résultats avaient été bons en fin de saison, la saison précédente. Et c'était juste un souci de désaccord par rapport à la saison suivante, par rapport au projet du club, par rapport au système de jeu à mettre en place. Mais il n'y avait pas de gros problèmes comme on entend régulièrement. J'avais affaire à des dirigeants compétents qui aimaient le club. Mais sauf que vous êtes parti sans toutefois attendre que peut-être que votre projet est mûri avec les As de Douala. Oui, mais c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne peut pas reconnaître la compétence des gens avec qui on travaille. C'est tout simplement qu'on n'avait pas la même vision des choses à l'époque. Et il faut reconnaître que puisque le club s'est maintenu au fil de toutes ces années avec les efforts des dirigeants, c'est que eux-mêmes ont des qualités, ils ont trouvé les ressources pour maintenir leur club en première division et je les en félicite. Alors quand vous regardez les performances des As de Douala, les As après 16 journées occupent la 10e position avec 20 points pour seulement 5 victoires, 5 matchs nuls et 3 perdus. Un goal différence quand même de moins 2. Cela vous réconforte toujours dans la posture de ce que tout se porte bien dans les As de Douala? Si les résultats sont comme ça, c'est que tout ne se porte pas bien. Mais quand on regarde le classement, il faut juste être un peu optimiste. On regarde, ils sont qu'à 8 points de la 2e place au classement. Et c'est vrai que si on est... et à 10 points de l'actuel leader. Voilà, et si on est un peu pessimiste, on se dit qu'il n'y a que 3 points d'avance sur le premier relégable. Donc il faut voir le verre à moitié plein et se dire qu'il reste un match, je crois, à Yaoundé contre le Canon la semaine prochaine pour finir les matchs allés. Et après repartir la phase de retour avec des intentions beaucoup plus volontaires pour améliorer les résultats, ce que je souhaite vivement. Alors cette saison, comme la saison dernière, c'est un bleu, je veux le dire ainsi, qui mène le championnat, contrairement aux années antérieures où vous